Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre ce soir sur l'antenne de KTO pour ce mardi des Bernardins enregistré, comme vous le savez peut-être, dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins. Nous sommes ensemble pour 52 minutes d'antenne autour d'une question: qu'est devenu le progrès? Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous présente nos trois invités. Monseigneur Philippe Borden, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes recteur de l'Institut catholique de Paris depuis septembre 2011. D'ailleurs, à ce titre, vous lancez cette semaine Campus 2018, le grand projet porté par l'ICP pour les 6 années à venir. Vous êtes théologien et auteur de très nombreuses publications scientifiques. Vous avez également assuré la direction de certains ouvrages tels Théologien, pourquoi, pour qui? C'était paru chez Bayard en 2009. Et puis vous êtes également l'auteur de cet ouvrage intitulé Éthique du mariage, la vocation sociale de l'amour. Il est paru chez DDB en 2010. Chantal Delsol, bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Paris-Est. Dans votre enseignement et vos recherches, vous prenez plus particulièrement pour objet les relations internationales et la géopolitique européenne. Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous êtes l'auteur de nombreux essais et également directeur de collection aux éditions du Cerf. Je présenterai ce soir à l'antenne L'âge du renoncement aux éditions du Cerf, et vous aviez d'ailleurs consacré un chapitre à cette notion de progrès dont il est question ce soir. Enfin, Michel Morange, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes professeur de biologie à l'École normale supérieure et à l'Université Paris 6. Vous dirigez le Centre Cavaillès d'histoire et de philosophie des sciences. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Alors, je présenterai ce soir Les secrets du vivant aux éditions La Découverte. C'est sorti en poche. Et puis également La vie, l'évolution et l'histoire, paru aux éditions Odile Jacob. Et puis je précise que vos travaux portent notamment sur les transformations des sciences du vivant au XXe siècle. Alors je précise que cette soirée est bien réalisée en partenariat avec l'Académie catholique de France. Notre émission est intitulée « Qu'est devenu le progrès ?» et ce titre, il fait écho au colloque annuel organisé par l'Académie catholique de France. Ce colloque avait été organisé en 2011 et lors de cette journée d'études, de nombreux chercheurs avaient réfléchi ensemble sur la question du progrès dans le domaine des connaissances. Et à la suite de ces rencontres, cet ouvrage, Le progrès, a été publié. Alors, Michel Morange, il s'agit de textes réunis par Rémi Brague et par vous-même. Et à la lecture de cet ouvrage, le lecteur peut constater que les multiples transformations du monde contemporain viennent interroger intensément cette notion de progrès, la manière dont elle fait sens aujourd'hui. Oui, et en même temps, elle est interrogée de manière différente dans chacune des disciplines ou chacun des champs de connaissances. Elle est interrogée différemment en théologie, en philosophie, dans les sciences, dans les technologies, dans l'art et même dans d'autres disciplines qu'on n'a pas eu le temps d'inclure dans notre livre ou l'occasion d'inclure dans notre livre, comme par exemple, je pense, les sciences juridiques. Et c'était cette diversité, au fond, de vision du progrès qui était aussi, je pense, intéressante. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est une coédition Parole et Silence et Collège des Bernardins. Oui. Voilà. Alors, j'aimerais revenir quelques minutes avec vous, Michel Morange, sur votre réponse d'historien et de philosophe des sciences dans votre texte, intégré dans ce recueil, intitulé « En quoi consiste le progrès des connaissances scientifiques ?» Vous utilisez deux métaphores qui illustrent les changements intervenus. Alors, je vous cite très très brièvement. Au XIXe siècle, le progrès des connaissances scientifiques pouvait être représenté comme une flèche. Aujourd'hui, un buisson le symboliserait beaucoup mieux. Alors, pouvez-vous nous dire ce que nous apprennent finalement ces métaphores ? Elles apprennent cette vision du progrès des connaissances qu'ont eu les scientifiques au XIXe siècle et la vision qu'ils ont aujourd'hui. Au XIXe siècle, il y avait d'abord le progrès n'était pas problématique. Il était évident que la connaissance scientifique progressait et elle progressait d'une certaine manière naturellement vers la connaissance du réel.
Bien sûr, les philosophes avaient déjà dit qu'on n'avait pas accès directement au réel. Néanmoins, pour la majorité des scientifiques, ce n'était pas vraiment un problème. Ils considéraient que la science nous révélait la réalité telle qu'elle était. Et d'autre part, la flèche indique aussi que ce mouvement était commun. Certaines sciences avançaient plus vite, comme la physique, qui depuis la révolution du XVIe, XVIIe siècle a toujours été un peu considérée comme la première science, celle qui avait porté le mouvement de la scientificité. Mais les autres sciences, au fond, petit à petit, s'alignaient sur cette discipline, suivaient le même chemin et donc progressaient suivant le même axe. Aujourd'hui, le buisson, pourquoi? D'abord parce que simplement, quand on regarde le paysage des sciences, l'image n'est pas très claire aujourd'hui. On a des multiples sciences, d'ailleurs beaucoup sont apparues même pendant le XXe siècle et apparues de manière indépendante. Je pense à l'informatique, qui est aujourd'hui une science particulièrement importante dont personne n'aurait prédit l'occurrence il y a 70 ans, par exemple. Et puis, on ne sait pas non plus si on va vraiment vers un progrès unique. D'abord, les sciences, en tout cas, ne suivent pas le même chemin. Et je suis biologiste, et c'est sans doute ce qui a marqué, un des événements marquants dans les sciences au XXe siècle, c'est que la biologie a été totalement renouvelée, mais elle ne l'a pas été en devenant une physique. Elle est devenue quelque chose d'autre. Une biologie scientifique, mais ce n'est pas de la physique. Et donc, là encore, le modèle ne fonctionne plus, donc chaque science progresse. Et puis, il y a derrière aussi un questionnement sur est-ce qu'au fond, cette connaissance qui progresse dans les sciences, puisque chaque science pose des questions, y répond et pose de nouvelles questions. Donc, on ne peut nier qu'il y a un certain progrès des connaissances dans les sciences, mais est-ce que tous ces progrès, les uns avec les autres, vont dans la même direction et concourent à un progrès général de la connaissance? Et là, la réponse n'est pas évidente. Vous l'écrivez d'ailleurs dans ce texte, l'image du buisson ne remet pas, selon vous, en cause l'idée du progrès scientifique, parce que vous expliquez qu'il y a aussi un mouvement inverse qui tend à rapprocher des disciplines qui étaient jusque-là éloignées ou qui ne se parlaient pas suffisamment. C'est vrai, la situation aussi, c'est pas simplement un éclatement, une diversification qui irait dans tous les sens. Il y a aussi des grands moments de rencontre dans les sciences. Il y en a eu au début du XXe siècle, entre la chimie et la physique, par exemple. Puis après, la biologie, même si elle n'a pas été transformée en physique, elle a quand même interagi fortement avec d'autres sciences comme la chimie et la physique. Donc le mouvement est complexe, mais il est difficilement interprétable comme un mouvement simple, unique, prétracé. Et vous, dans cet ouvrage également, vous évoquez justement la nécessité de cette interaction entre les savoirs, interaction qui est nécessaire pour progresser justement. Métaphysiquement, certains philosophes et même certains scientifiques qui font un peu de métaphysique ont tendance à dire oui, mais ne vous tracassez pas, on va retrouver cette grande unité fondamentale. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est un acte de foi métaphysique. Rien ne prouve qu'on retrouvera cette grande unité. Donc je pense que, vu la situation actuelle, il vaut mieux finalement accepter cette diversité, considérer qu'elle est sans doute utile au développement des sciences. Alors si un jour elle disparaît pour faire place à une grande synthèse, ça sera très bien, mais nous ne pouvons être sûrs qu'elle disparaîtra. Alors on reviendra avec vous sur certains autres éléments de ce texte que vous proposez, puis des éléments également d'autres textes de ces chercheurs. Mais avant de comprendre comment cette idée de progrès a été mise à mal durant le siècle dernier, notamment, j'aimerais revenir avec vous, Chantal Delsol, sur le fait que le judaïsme et le christianisme ont pris une part indéniable dans l'émergence de la notion moderne de progrès. Dans votre texte intitulé justement dans ce recueil « Progrès et espérance », vous montrez bien que l'idée de progrès apparaît dans la culture chrétienne de l'espérance du salut. Vous évoquez le fameux passage du temps circulaire au temps fléché, notion d'ailleurs que vous développez également dans ce livre-là, L'âge du renoncement. Et pour les téléspectateurs qui n'ont peut-être pas lu vos ouvrages, j'aimerais que vous reveniez sur ce fameux passage qui a eu lieu entre le temps circulaire, selon vous, entre temps circulaire et temps fléché, et que vous nous expliquiez en quoi, de ce fait, le christianisme a sa part de responsabilité dans l'apparition de l'idée de progrès. Voilà. Si vous voulez, le temps circulaire, c'est la manière dont tous les peuples voient le temps. C'est assez logique puisque finalement, c'est la nature
Qu'est-ce que c'est que la nature? Ce sont des vivants qui naissent, qui meurent et qui laissent la place à d'autres vivants apparemment semblables, enfin en tout cas très analogues, ressemblants. Et finalement, comme vous savez, Marc Aurèle avait une page que j'aurais dû apporter, qui était très intéressante. Il disait, regardez, les gens du temps de tel empereur, eh bien, ils naissaient, ils s'aimaient, ils mouraient, ils étaient ambitieux, ils cherchaient les honneurs. Et aujourd'hui, voilà, tous ces gens sont morts et maintenant les gens naissent, s'aiment, sont ambitieux. Et finalement, les choses reviennent toujours. Donc, l'idée d'un temps circulaire où tout revient toujours de façon pratiquement sempiternelle, si vous voulez, c'est finalement naturel de penser les choses comme ça. Or, il se produit avec le judaïsme, donc au départ, il y a un point de départ un peu avec le zoroastrisme. Les zoroastriens ont eu un peu cette idée, mais qui a été très vite avortée. Mais donc dans le peuple juif, on trouve cette idée d'un temps qu'on peut appeler un temps fléché, sans pouvoir l'appeler autrement, mais en tout cas c'est tout à fait autre chose que le temps circulaire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien c'est, si j'ose dire, l'apparition, l'arrivée. Il y a un théologien à côté de moi, donc je fais attention, d'un Dieu transcendant qui se révèle, qui apparaît et qui, pour ainsi dire, troue la circularité du temps et qui, finalement, quelque chose de complètement nouveau jaillit. Et à partir de là, le peuple juif, eh bien, attend, espère quelque chose de complètement autre. Si on veut comprendre la différence entre le temps circulaire et le temps fléché par des exemples littéraires ou des récits, il faut faire la différence, par exemple, entre le voyage d'Ulysse, qui revient chez lui, et le voyage d'Abraham, qui va vers la terre promise. Vous voyez, et c'est ça, finalement, la différence. À partir du moment où nous sommes dans un temps fléché, puisque les chrétiens, évidemment, vont reprendre ce temps fléché juif en le réorganisant selon la croyance en la résurrection du Christ, puisque c'est ça la pierre angulaire, à partir de ce moment-là, l'idée de progrès s'en vient derrière. Il ne peut pas y avoir de progrès s'il n'y a pas eu précédemment cette espérance transcendante. Quand on s'imagine que ce sont les Lumières qui ont tout inventé, non, les Lumières ont repris une idée qui existait déjà dans le temps fléché, et simplement elles ont rendu cette idée à la fois immanente, en supprimant la transcendance, et impatiente. Il fallait que tout soit fait tout de suite, mais on y reviendra peut-être. Alors justement, vous développez ensuite la thèse de la sécularisation, de l'idée de progrès à l'époque des Lumières, vous faisiez à l'instant référence. Et vous écrivez d'ailleurs, je pense dans les deux textes, que c'est une vision fausse, vous venez d'y faire allusion, de penser que les chrétiens des Lumières valorisaient seulement le salut des âmes. Ou que les non-chrétiens des Lumières. Le non-chrétien des Lumières, pardon, oui. Valoriser le salut des... Ah, vous voulez dire que les chrétiens d'avant les Lumières valorisaient seulement le salut des âmes. Oui, bien sûr, c'est une image faussée. On dit toujours, oui, mais les chrétiens ne s'occupaient pas d'ici-bas, ça ne les intéressait pas, mais c'est seulement la civilisation chrétienne qui s'est occupée avec énormément de ferveur de la pauvreté, de l'éducation, des écoles, enfin, on pourrait citer 1000 exemples, qui se sont occupés d'aménager le monde temporel dans lequel nous vivons. Et c'est une chose qu'on ne trouve pas dans les autres cultures à ce point, en tout cas. Donc, ce serait faux de penser que les chrétiens ne s'intéressaient qu'au salut de l'âme. Justement, sur ce thème de la sécularisation de l'idée de salut, Monseigneur Bordane, j'aimerais bien que vous réagissiez, peut-être en tant que théologien aussi, surtout. Oui, donc je dirais d'abord que j'ai été lecteur de ce livre, contrairement à mes deux collègues, je n'ai pas participé. J'étais très intéressé de voir comment, effectivement, dans les différentes disciplines, on se saisit de la notion de progrès. Si je reprends ce que vient de présenter Chantal Delsol, ce qui se passe avec le christianisme, c'est que, de fait, le christianisme s'inscrit dans l'héritage du judaïsme, donc il est en attente d'une promesse, et qu'en même temps, cette promesse est déjà réalisée. Ce qui intéresse le théologien, c'est la manière dont le salut va pouvoir continuer d'être annoncé à des hommes et à des femmes qui sont marqués par des cultures différentes. Et ce qui me frappe aujourd'hui, vous voyez, j'étais dimanche, j'ai pu me promener un peu à Paris, j'ai vu une œuvre d'une peintre contemporaine qui voulait évoquer le dialogue des religions, et il y avait le yin et le yang, voilà, de la Chine, et puis l'alpha et l'oméga. Et elle me dit, pour moi, c'est l'éternel recommencement, l'alpha et l'oméga.
Je dis, pour moi, ça n'est pas l'éternel recommencement, puisque précisément, celui qui vient, l'alpha et l'oméga dans le livre de l'Apocalypse, c'est le Christ, celui qui est à la fois au commencement, puisque par lui, par la parole, tout fut créé, celui que nous attendons et qui, cependant, est venu un jour du temps. Et donc, c'est ça que le christianisme s'efforce de penser. Alors, que se passe-t-il face à la sécularisation? Je reprends cette notion. Eh bien, les théologiens eux-mêmes ont eu à prendre position face à ce temps fléché. Mais ce temps fléché que les philosophes de l'histoire ont repris, notamment au XIXe, et qui, somme toute, n'était pas tout à fait le temps, je viens de le dire, c'est pas tout à fait le temps du christianisme, parce que ce temps n'est plus totalement fléché à partir du moment où quelqu'un est venu, par sa naissance, un jour du temps, ouvrir à la temporalité. Mais il fallait quand même résister, il fallait laisser une ouverture. Et donc, les théologiens se sont efforcés, notamment face à des philosophes marxistes, je pense à Ernst Bloch, le principe espérance. Il y a un grand théologien protestant qui s'appelle Jürgen Moltmann, qui, dans le XXe siècle, a construit une théologie de l'espérance qui s'est efforcée de rouvrir la flèche, de rouvrir l'inconnu de Dieu, mais donc pas une flèche qu'on peut saisir, mais une flèche qu'on doit précisément attendre à la lumière d'un événement qui est déjà venu. Alors, ce qui change aujourd'hui, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, Madame, dans votre intervention, c'est que vous avez évoqué la critique proprement philosophique de cette sécularisation du progrès. Ce que j'aimerais dire, c'est que les théologiens, aujourd'hui, s'intéressent à un autre type de critique qui est davantage sans doute lié au christianisme. La critique de cette approche philosophique du temps, c'est de dire, attendez, il y a eu Auschwitz, Hiroshima, il y a tellement de drames dans l'histoire que cette histoire de la flèche, on ne peut plus y croire. Voilà une critique de type philosophique, mais qui est liée également à l'expérience concrète de l'histoire. Mais pour les théologiens, et notamment les théologiens les plus contemporains, c'est un autre type de critique. C'est de dire, attention, certains théologiens, et même la plupart du XXe siècle, se sont tellement laissés entraîner par la philosophie de l'histoire du XIXe, donc issue des Lumières, qu'ils en ont oublié tout un pan qui est fondamental pour nos contemporains et pour les êtres humains de toutes les époques. C'est en quoi est-ce que Dieu est capable de changer cette histoire? Et pas seulement la grande histoire, mais également notre histoire, mon histoire à vous et à moi. Comment est-ce que Dieu va s'intéresser à l'infiniment petit que je suis dans cet immense mouvement du monde qui n'est pas seulement une flèche, mais aussi un buisson. Et donc, je ne sais plus bien comment me situer dans cette grande histoire. Et cependant, si je suis croyant, je suis appelé à croire que Dieu peut faire quelque chose dans cette histoire. Et donc ça, c'est tout un pan de la théologie contemporaine qui, personnellement, m'intéresse beaucoup. Comment Dieu agit-il? Avant de poursuivre, Chantal Delsol ou Michel Morand, avez-vous envie de réagir à ce qui vient d'être dit? Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'attends que... D'accord, que l'émission se poursuive. Oui. Alors, une question est posée aux théologiens dans ce recueil de textes. C'est la suivante. Y a-t-il progrès de la théologie, de sa science, de ses dogmes? Ça donne lieu d'ailleurs à un texte. Dogmes et théologie sont-ils susceptibles d'un progrès historique par Monsieur Chiron? Comment réagissez-vous à la question posée et au texte proposé? Mais je pense que la question, elle est au cœur de ce que cherche à faire la théologie, c'est-à-dire annoncer de manière réfléchie le salut, la foi en Jésus-Christ dans les contextes contemporains culturels. Donc oui, la question est importante parce qu'elle se pose, et le livre montre bien comment elle se pose de manière différente. Et ce que je trouve très intéressant dans la réponse qu'apporte mon collègue Jean-François Chiron de Lyon, c'est que... il dit il faut la théologie doit recevoir des différentes disciplines la manière dont elles conçoivent le progrès, parce que précisément
la foi chrétienne croit qu'il est donné à l'être humain d'avoir un accès, pas seulement fantasmatique, mais réel à la vérité. Et donc ces multiples facettes de l'accès à la vérité doivent entrer dans le questionnement de la théologie. Et là, Jean-François Chiron se réfère au père de Lubac, qui dit, voilà, face à la compréhension contemporaine de tout, mais notamment du progrès, il faut à la fois que la théologie se fasse solidaire, proche, qu'elle comprenne les interrogations qui traversent nos contemporains quand ils passent de la flèche au buisson, pour reprendre ce que disait M. Morange, et en même temps, il faut qu'elle propose autre chose. Et je pense que cette autre chose, je voulais situer, aujourd'hui on est face à ces pensées asiatiques, sagesse, davantage proche de l'éternel retour. Non, pour le christianisme, il y a vraiment une nouveauté. Mais cette nouveauté qui est là est encore à connaître et elle est encore à nous laisser transformer par elle. Donc, la question pour moi, je voudrais, pour continuer le débat, Monsieur Morange, vous parliez du progrès de la connaissance. Une question qui est posée par Jésus-Christ, par des actes très concrets, comme ceux de s'occuper des malades, de toute personne, y compris les plus rejetés. C'est aussi la question du progrès de la dignité humaine, du progrès du vivre ensemble, du progrès de l'action commune. Et donc, je pense que la théologie, par son objet spécifique, qui est la foi, en tant qu'elle transforme l'homme, apporte tout un lot de questions complémentaires, mais qui se laissent instruire par le regard des scientifiques et des philosophes. Alors, on le sent bien également en lisant cet ouvrage, l'inquiétude face au progrès a été un des thèmes centraux de cette journée d'études. L'émergence d'une crise du progrès est évoquée, et de même l'émergence d'une crise de confiance des hommes envers la science, la technologie, que vous relevez d'ailleurs, crise que vous relevez. Alors, est-ce qu'on finalement... les hommes n'ont pas un peu confondu progrès technologique et progrès tout court? Est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'il y a eu une confusion? Si, certainement. Je pense que, justement, si on revient là encore un peu au XIXe siècle, qui a été quand même l'âge d'or un peu pour la science et le scientisme, il y avait cette idée, le progrès des connaissances entraîne le progrès des techniques et des technologies, qui entraîne spontanément, naturellement, le progrès de la société. Il y avait cette sorte de continuum qu'on n'interrogeait pas. Et le XXe siècle, à ce point de vue, a été un choc. Je pense que clairement, Hiroshima est sans doute l'événement qui a le plus marqué le XXe siècle, puisqu'on avait quand même eu les plus grands savants qui avaient œuvré pour quelque chose qui a eu des effets désastreux. Donc, et d'ailleurs, ça a été une interrogation pour beaucoup de physiciens. Beaucoup se sont tournés vers la biologie à l'époque en disant là, on ne risque pas de faire des choses qui auront des conséquences. Ce qui était, probablement une erreur, puisque 60 ans après, on voit que maintenant la biologie est capable justement à son tour de faire des expériences qui posent des enjeux extraordinairement importants. Oui, je vous laisse terminer. Non, mais c'est vrai, donc il y a ce problème de la technologie, et c'est vrai que peut-être, moi personnellement, j'ai plus tendance à regarder du côté du progrès des connaissances, à dissocier un petit peu le progrès des connaissances et le progrès des technologies avec le problème qui vient des technologies. Mais on ne peut pas les dissocier totalement. Oui. On ne peut pas, mais en même temps, il faut quand même les dissocier. Il faut garder une sorte d'équilibre. Oui, puis le père Capelle-Dumont, qui est donc le président de l'Académie catholique de France, souligne que les hommes ont également pris conscience que le progrès scientifico-technologique n'impliquait pas le progrès moral. Et finalement, il y a eu aussi également cette question qui s'est posée ces dernières années. Alors, je ne sais pas comment vous y réagissez. Par rapport à ce que vient de dire Michel Morange, j'ajouterais ceci. D'une part, et je le rejoins, on ne peut pas dissocier le progrès des connaissances scientifiques du progrès technologique. Les deux sont liés. Mais il y a une autre dissociation qui est impossible, c'est la dissociation entre le progrès technique et la transformation de l'être humain. Et ça, le sociologue Jacques Ellul, dès les années 50, qui est également un théologien protestant,
dans un ouvrage remarqué sur la technique, je pense, a eu un regard extrêmement profond et qui aujourd'hui doit nous alerter sur le fait que nous ne pouvons pas nous extraire totalement de ce progrès technique que nous observons, que nous avons à évaluer, à juger, sur lequel il faut opérer un certain nombre de discernements, sans quoi l'homme n'est plus digne d'être l'homme, mais en même temps nous sommes pris. Et donc je pense que évidemment le scientifique est pris dans les connaissances qui l'animent, mais le commun des mortels peut être plus à distance. En revanche, de la technique, il ne peut pas totalement s'extraire. Et donc il est conduit. Il est conduit, il est requis, il est obligé de prendre position. Et donc ça, évidemment, ça soulève de grandes questions éthiques et en même temps la difficulté pour les citoyens de se saisir, pas seulement de problèmes techniques, mais de se saisir d'eux-mêmes en tant qu'ils sont transformés par la technique. Nos téléphones portables sonnent, nos emails arrivent, y compris pendant les réunions. Et qu'est-ce que nous devenons dans tout cela? Et ça, c'est une très belle question humaine, et l'homme est digne de pouvoir la poser. Alors, il a besoin du regard des scientifiques, des philosophes, des spécialistes de la technique, mais il a besoin également de ses sagesses et, je le crois, de l'éclairage des religions, et particulièrement de l'Évangile. Oui, vous parliez du citoyen, mais on peut également évoquer le chrétien. On a l'impression que les chrétiens aussi se posent la question: quelle attitude dois-je adopter face aux avancées qui me semblent inquiétantes? Quelle conception du progrès sera compatible avec l'éthique chrétienne et quelle autre ne le sera pas? Est-ce que tout ça, ces questions autour du progrès ne soulèvent pas de telles questions également, et comment se diriger, comment trouver un sens à tout ça? Je ne sais pas si vous avez envie de répondre, Chantal Delsol. Oui, moi je voudrais parler du progrès moral, parce que je pense que le progrès moral existe. Pour moi, c'est une certitude. En tout cas, il n'y a pas que le progrès technique, scientifique, médical. Alors, qu'est-ce que c'est que le progrès moral? Je pense que c'est une avancée de notre civilisation, parce que le progrès, il est venu chez nous. Alors après, que d'autres cultures aient repris cet idéal, c'est une chose, mais il est venu ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je pense que c'est la recherche de mieux concrétiser des valeurs qui sont les nôtres. Par exemple, de mieux concrétiser la dignité des personnes, l'égalité en dignité, la tolérance et la liberté de penser. Bon, de mieux concrétiser toutes ces valeurs qui sont les nôtres. Et alors, avec l'idéal des Lumières, le progrès est devenu, disons, cette avancée est devenue assez différente, puisque finalement, on s'est imaginé, à tort, qu'on pouvait aboutir à une sorte de perfection. Quand on lit Condorcet, on se rend compte que là, il y a véritablement un idéal enfin, c'est même pas un idéal, c'est une attente d'une perfection. Et on a cru qu'on pourrait arriver à une perfection en ajoutant toujours plus et en rendant, pour ainsi dire, ces valeurs, enfin ces références, ce serait mieux de dire ça, qu'on avait posées au départ, en les rendant, disons, excessifs, enfin, en les rendant de plus en plus importants. Alors, on peut prendre des exemples. De plus en plus de liberté. Alors, de plus en plus de liberté, chacun a de plus en plus de liberté, les enfants peuvent de plus en plus faire ce qu'ils veulent, les gens ont de plus en plus la liberté de se séparer des autres. Bon, où va-t-on là? Vous voyez, la liberté, c'est quelque chose de formidable. C'est pas notre culture qui va le regretter, puisque nous avons un Dieu qui nous donne la liberté. C'est quand même assez rare pour qu'on le souligne. Mais en même temps, point trop n'en faut. Si vous prenez l'égalité, c'est pareil. L'égalité, c'est très bien. Mais l'égalité de tout. Alors, en ce moment, c'est le mariage pour tous. Alors, l'égalité partout. Tout le monde a droit à. Vous voyez, on en arrive finalement à des excès.
Et je dirais que ça, c'est vrai pour le progrès moral, mais c'est probablement vrai aussi pour toutes sortes d'autres progrès qui concernent mon ami Michel Morange. Regardez, bon, on fait en sorte que les gens vivent de plus en plus vieux. Bon, c'est très bien, je ne vais pas m'en plaindre. Mais en même temps, regardez cette population de vieillards désespérés que nous avons sous les yeux. Et chacun d'entre nous se pose des questions plus que morales à ce sujet, des questions métaphysiques, religieuses, parce que c'est un vrai problème pour tout le monde. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là, qu'il faut dire, bon, maintenant, à partir de cet âge-là, on ne soigne plus, mais enfin, ça veut dire qu'il ne faut pas s'imaginer qu'en accumulant, on arrivera à la perfection. C'est ainsi que Peggy disait, le progrès, finalement, c'est une histoire de caisse d'épargne. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Donc, finalement, le progrès, au fond, ça a été une sorte de marche vers la concrétisation de certaines valeurs, et au fond, ça a été, dans notre culture, dans notre civilisation, le passage du holisme à une forme d'individualisme qui, moi, je ne suis pas fâchée spécialement avec l'individualisme, tout dépend comment on le comprend. Et je pense que ça a été ça. Mais à partir d'un certain moment, quand on finit par exagérer, par rendre tout excessif, on arrive pratiquement à l'excès contraire. Parce que finalement, le bonheur de l'homme, c'est pas des valeurs excessives, c'est un équilibre. Donc tout notre problème, c'est de trouver l'équilibre. Et ça, je pense que les Lumières n'ont pas du tout compris. Et vous le soulignez d'ailleurs, quand vous évoquez tout cela, vous écrivez « Les acquis perdent leur sens », vous venez de le dire, « la finitude individuelle est désormais sans signification ». Donc ça veut dire qu'il y a une perte de sens par rapport à tous ces idées-là et tous ces progrès qu'on recherchait. Puis alors, on s'aperçoit, à notre détriment, mais ça, il aurait peut-être fallu continuer à y penser, on avait cessé d'y penser, que l'homme est fini, que la Terre est imparfaite, le monde est imparfait, l'homme aussi, et que finalement, il y a des retombées désespérantes. On n'est pas sur un escalier d'où on ne descend jamais. Ça n'existe pas. Et ces retombées, il y a eu au XXe siècle des retombées particulièrement désespérantes. Vous avez parlé d'Hiroshima, on pourrait parler de la Shoah, du Goulag. Et bon, Dieu sait qu'au XXe siècle, il s'est produit des choses absolument terribles. Et d'où le sentiment que nous avons, une sorte de déception, dire mais alors on croyait qu'on avançait vers la perfection. Alors voilà, donc finalement tout est foutu. Donc on revient à l'histoire circulaire. Et la théorie des catastrophes, c'est un retour à l'histoire circulaire. Alors qu'en réalité, on peut très bien voir la chose autrement. Nous vivons dans un monde fini. Nous avançons vers une perfection qui n'est pas de ce monde. Et il y a des retombées. Parce que nous sommes finis et imparfaits. Donc il y a des retombées. On tombe de 5 marches. On va remonter de 6. Ou bien on va remonter de 3 pour commencer, puis de 2, puis de 1. Et puis on va continuer à monter. Puis après on va retomber et on va recommencer. Ça se passe finalement comme ça. Mais heureusement, dans ce fameux texte qu'on peut lire, il y a aussi le mot « espérance », qui fait partie du titre. Alors, oui, j'aimerais bien vous poser cette... Madame Delsol a parlé à juste titre du progrès moral. J'y crois également. C'est même ma profession comme théologien moraliste. Mais je voudrais revenir à la question mais face à ces évolutions techniques, que devient l'être humain. Donc après Hiroshima, après ces drames, qu'est-ce que le christianisme apporte? Donc je prendrai une parole de Jésus qui ne parle pas directement de la technique, mais qui me semble éclairante lorsqu'il dit que ce ne sont pas, il a eu à faire à la question de la pureté et de l'impureté. Et il dit ce ne sont pas les aliments qui rendent l'homme impur, c'est le cœur de l'homme qui fait que des paroles mauvaises vont sortir et que de ce cœur bon va sortir de bonnes paroles et de ce cœur mauvais vont sortir de mauvaises paroles. Bien, je dirais pour la technique, c'est pour l'homme transformé par la technique et devant de nouvelles capacités scientifiques. Voilà la question que pose le christianisme et qui effectivement est une question morale et qui est une question d'espérance, puisque Jésus pose cette question en disant que sous le regard et la lumière de Dieu et le souffle de l'Esprit, l'homme est capable de se faire un cœur bon, de croître en moralité. Et donc pourquoi est-ce une parole d'espérance? C'est que devant toutes ces questions, que ce soit Hiroshima ou le pouvoir qu'ont des sociétés sans scrupules de détruire la planète. La jeunesse d'aujourd'hui est très sensible
à cela, eh bien, nous sommes renvoyés à notre propre pouvoir. Et là, je reviens à ce que je disais sur ce qu'a fait la théologie du XXe siècle, c'est de dire, devant la question qui est posée au pouvoir de l'homme par la technique et ses développements, ces marches qu'on peut redescendre, il faut affirmer la souveraineté du Christ sur l'univers, la capitation universelle. C'est-à-dire le Christ est vraiment la tête de l'histoire humaine, la tête de l'humanité. Et donc cette affirmation, elle est très forte, elle est au cœur d'un grand texte du Concile Vatican II dont nous célébrons cette semaine le 50e anniversaire, Gaudium et Spes. Chaque chapitre, et Gaudium et Spes commence par un constat du progrès, mais du progrès ambivalent, à la fois un grand progrès technique et en même temps des reculades. Mais c'est un regard d'espérance qui est posé, donc il est posé d'abord sous la capitation universelle, sous cette capacité qu'a le Christ, parce qu'il nous a apporté le salut, de sauver le genre humain et l'histoire humaine. Mais en même temps, je le disais aujourd'hui, mais c'est présent d'une autre manière dans les textes conciliaires, par exemple ceux qui insistent sur le fait que tout chrétien est appelé à accueillir la parole de Dieu. Benoît XVI insiste beaucoup là-dessus, ça c'est dans le grand texte Dei Verbum. Face à la technique, l'être humain, et face à ces grands bouleversements, l'être humain est appelé à reconnaître qu'il a une once de pouvoir, et que c'est peut-être une goutte d'eau que de s'efforcer de protéger l'environnement ou de s'efforcer d'user de la technique d'une manière qui soit plus humanisante pour soi-même, pour son entourage, pour ceux qui sont loin. C'est peut-être une goutte d'eau, mais en fait, ça n'est pas une goutte d'eau. C'est une contribution positive à la vision que Dieu a de l'être humain. Et pour moi, c'est un regard d'espérance. Et en préparant cette émission, vous me disiez d'ailleurs que la constitution pastorale à laquelle vous faisiez à l'instant allusion contient justement une théologie équilibrée, une vision équilibrée de cette approche du progrès, justement, du progrès. Oui, je pense que la vision est équilibrée. On aurait pu être beaucoup plus pessimiste. On était après Hiroshima, on avait moins, Auschwitz c'était moins sur la place publique, mais on était dans la guerre froide, peu de temps après l'épisode donc qui risquait de remettre la guerre nucléaire, l'épisode de Cuba, qui risquait de remettre la guerre nucléaire à l'ordre du jour. Et cependant, on regarde le progrès d'une manière équilibrée. Oui, il est là et il peut contribuer, dit Gaudium et Spes. Le progrès technique, le progrès scientifique peut vraiment contribuer au progrès moral de l'humanité et au progrès spirituel. Pour saint Thomas d'Aquin, l'être humain a ceci d'absolument unique par rapport aux autres vivants, qu'il est capable de connaître Dieu et de progresser dans la connaissance de Dieu, mais toujours en progressant dans le vivre ensemble, dans la relation avec l'autre. Et donc le texte de Gaudium et Spes dit, voilà, le progrès peut être bon, mais il ne l'est pas toujours, et donc il faut discerner. Et c'est ça la grandeur de l'être humain. Oui, Michel Morange. Non, je dois dire que quand j'ai lu, j'avais entendu la conférence de Chantal Delsol, et puis après j'ai lu son texte, j'avais été un peu presque choqué parce qu'il y avait une remise en cause du progrès. Je me suis dit, est-ce que je suis ce scientifique naïf dont on parle souvent, qui au fond croit encore au progrès, il continue. Et puis, mais ceci m'a amené à une idée, je pense, qui est que ce qui fait peut-être la force du progrès scientifique par rapport justement au progrès social et économique, c'est qu'il est toujours une surprise. La connaissance scientifique n'est jamais telle qu'on l'attend. Elle est toujours différente. Et s'il y a un progrès scientifique, c'est justement parce que ce n'est pas la connaissance qu'on attendait qui se révèle. Et ça, cet effet de surprise me semble peut-être justement dire que la science, c'est un progrès, mais c'est aussi du côté de l'espérance, c'est aussi du côté de l'ouverture, de l'inattendu, de ce qui va nous transformer, parce que justement ce n'est pas ce que nous attendions, et du même coup nous allons être obligés de changer notre vision du monde et de la réalité. Et en même temps, ceci m'a amené aussi à dire, la science risque d'être menacée, elle aussi, si un jour on lui impose d'une certaine manière des directions. C'est-à-dire si on dit la science doit faire ceci, par exemple, la science doit travailler pour résoudre tel problème,
et malheureusement c'est un problème de nos sociétés aujourd'hui, c'est que de plus en plus on finalise le travail scientifique en fonction d'objectifs, et on retire un petit peu à ce qui a fait sans doute la force ou la valeur la plus grande de la démarche scientifique, c'était justement cette ouverture à l'inconnu et à la surprise. Et donc il me semble que oui, il peut y avoir une menace aussi pour le progrès scientifique dans ce qui en constitue sans doute le noyau le plus riche et le plus fort. Mais en fonction de quoi est-ce que ces finalités sont posées? Justement, c'est souvent en fonction de raisons économiques. Donc je pense qu'on a une sorte de cercle, on a un retour d'une certaine conception du progrès économique qui, en retour, oblige la science à suivre une certaine voie, certains objectifs. Oui, ça c'est... Il faut pas que la science soit esclave du pouvoir. Mais elle l'est malheureusement de plus en plus à travers elle risque de l'être à travers sa dépendance économique, l'argent, les crédits. Tout ceci peut orienter la connaissance. On parle beaucoup, vous le savez, de recherche translationnelle aujourd'hui, c'est-à-dire on fixe un objectif et les scientifiques doivent le accomplir. Alors ça peut être très utile, je ne nie pas que ça puisse être utile, mais la connaissance scientifique ne se réduit pas à ça. Elle doit rester une quête ouverte justement à ce que l'on ne connaît pas. Oui. Il n'y a pas des possibilités institutionnelles différentes pour faire en sorte que les scientifiques soient plus libres? Est-ce qu'il y a une différence entre des scientifiques qui sont financés par un État ou des scientifiques qui sont financés par des mécènes? C'est quand même différent, non? Oui, mais l'État, maintenant, vous le savez, finance de plus en plus la recherche scientifique pour des projets précis. Il ne finance plus la recherche en tant qu'activité de recherche. C'est-à-dire, je ne veux pas entrer dans le détail, mais on ne finance plus les laboratoires en tant que laboratoires, mais on finance les laboratoires s'ils rentrent dans un appel d'offres pour résoudre tel ou tel problème. Il y a un risque, je pense, et il y a un risque justement de toucher peut-être à ce qui est la valeur la plus forte de cette ouverture, parce que là, je pense que la recherche se rapproche d'une certaine manière de cette ouverture à autre chose que nous-mêmes. Je crois que le témoignage que vous apportez comme scientifique est un témoignage qui est fondamental aujourd'hui par rapport à la jeunesse, parce que il y a toutes ces considérations économiques que vous évoquez, mais il y a également des considérations culturelles. Nous sommes tellement sous l'emprise de la technique et de son potentiel d'accélération. La technique engendre la technique. Il peut être difficile pour les jeunes contemporains de croire à ce que vous exprimez, c'est-à-dire la surprise qui advient au terme d'un travail qui est long, d'un travail d'équipe, de considérations également sociétales qui rendent possible la découverte scientifique, mais c'est ça qui fait la grandeur de l'homme. Lorsque, à l'Institut catholique de Paris, notamment lorsque nous avons des invités étrangers, des chercheurs, des théologiens, des philosophes, et que nous les invitons à donner une conférence académique, pour les doctorants, nous leur demandons s'ils l'acceptent de raconter leur itinéraire de recherche. Et que de fois, je me suis rendu compte que des doctorants qui, pas forcément dans la même discipline, mais étaient un peu en train de peiner parce que c'est long, et cette surprise, la bonne surprise de la découverte, elle ne vient pas toujours immédiatement. Parfois, même il faut changer de sujet. Le fait que des scientifiques puissent témoigner, raconter tout simplement sous la forme du récit, comment de manière souvent inattendue et en même temps préparée, parce qu'il faut beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, beaucoup de solidarité dans la recherche, beaucoup d'esprit critique également. Comment survient une nouveauté? Je pense que ça fait partie aussi du témoignage d'espérance. Et que là, face il faut pas que le langage de la technique, que la séduction de la technique occupe tout le champ, parce que sans quoi l'homme est diminué, l'être humain est diminué. Il est fait pour accueillir ces nouveautés qui viennent de son travail, mais pas seulement, qui viennent aux yeux de la foi de la grâce, de l'inattendu de Dieu qui vient coopérer à nos pauvres actions. Et ça, je pense que même des hommes de bonne volonté qui ne partagent pas la foi chrétienne peuvent accueillir cette nouveauté-là. Y compris, je rencontre beaucoup d'étudiants qui viennent d'Asie, qui sont marqués par d'autres types de cultures plus cycliques. Je pense que c'est ce que nous apportons comme Occident, ce témoignage que nous pouvons assez librement
rendre à la nouveauté qui advient. Vous parlez de surprise, mais est-ce qu'il n'y a pas un refus de l'incertitude aussi aujourd'hui dans notre société qui pourrait bloquer cette idée de progression ? Peut-être, mais je pense que cette valeur d'émerveillement, on pourrait parler aussi d'émerveillement, et c'est une valeur d'ailleurs que les scientifiques reconnaîtraient, même ceux qui ne sont absolument pas croyants, mais je pense qu'elle reste. Oui, notre société, effectivement, elle préfère les certitudes. Je pense qu'on a un bon exemple cette année d'une découverte qui, au fond, apparaît comme une grande découverte scientifique, mais en fait, justement, ne représente pas ce qui est le plus beau dans le travail scientifique, c'est le boson de Higgs. Ça faisait des années qu'on l'attendait, cette fois, il est là. Oui, mais bon, je ne pense pas que ce soit le meilleur moment pour un scientifique quand simplement il a vérifié ce qu'il attendait depuis des années. Ce n'est pas là qui est le plus intéressant. On a encore 5 minutes d'antenne. Est-ce que finalement, on n'a pas besoin également d'avoir une vision collective pour tirer bénéfice de tous ces progrès dont on entend parler partout, tout le temps, de ce buisson de progrès dont on entend parler? Est-ce qu'on n'y est pas encore à cette vision collective? Est-ce qu'elle est en train de se construire? Ou est-ce qu'il est envisageable qu'elle se construise? Une vision collective s'appuie sur des racines collectives, communes. Je voudrais mieux dire commun que collectif, d'ailleurs, je pense, sur des références communes. Le problème actuellement, c'est quand même que la question qu'on peut se poser, c'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous aimons beaucoup la certitude. Quand vous regardez le principe de précaution, qui était en principe un principe fait pour accueillir l'incertitude, et qui est devenu en peu d'années un principe fait pour être certain de tout. Au départ, c'était la prudence d'Aristote, et maintenant, c'est la ceinture de sécurité à tous les niveaux. Donc, c'est presque un peu angoissant, parce qu'on ne se fait plus confiance à soi-même. On n'est plus capable de se dire, quand je serai devant la difficulté, j'aurai des ressources qui vont venir. On ne peut plus dire ça, on veut tout prévoir. Et au fond, on est complètement... on est enferré là-dedans. Je trouve que c'est tout à fait contraire à toute espérance, parce que l'espérance, elle court des risques, forcément. Elle attend des joies inconnues. Et on n'est plus vraiment capable de ça. Donc, c'est ça qu'il faudrait développer. C'est peut-être ce que vous disiez tout à l'heure, madame, lorsque vous évoquiez la nécessité de concrétiser les valeurs. Je pense que, également, pour ce qui est de l'aptitude à l'accueil du progrès authentique, ce qui importe, c'est que nous puissions concrétiser les lieux où advient cette nouveauté dans un travail qui a été construit, et donc cette collaboration entre des maîtres, des disciples. Ce qui est très nouveau aussi aujourd'hui, c'est quand même, et que je pense extrêmement positif, enfin du lieu où je suis, dans un établissement d'enseignement supérieur avec beaucoup d'étudiants français, mais aussi beaucoup d'étrangers de différentes cultures, c'est que nous sommes capables de créer des ateliers où chacun participe à cette aventure collective de la découverte et de l'accueil de ce qui est vraiment important. C'est pas tout... Heureusement que nous avons eu des maîtres sur notre chemin qui nous ont appris à voir ce qui est une nouveauté qu'on n'avait peut-être pas perçue comme nouveauté, parce qu'il faut une certaine expérience, il faut avoir longuement répété des opérations, d'avoir peiné devant des opérations pour se rendre compte que de manière inattendue, de la nouveauté a pu survenir. Et ça c'est de l'ordre du progrès, de ces marches qui augmentent vraiment la marche de l'univers et la marche de l'humanité, mais on a besoin d'être accompagné pour le voir. Donc je pense que finalement l'éducation est un lieu de concrétisation, y compris de cette valeur du progrès authentique. Si le progrès est totalement préformé dans nos idées, eh bien, on ne pourra plus l'accueillir, mais nous pouvons apprendre ensemble à l'accueillir. Mais je pense qu'on est aussi une société qui aime bien mesurer et quantifier, et que s'il y a une chose difficile à quantifier, c'est bien la nouveauté, alors qu'on quantifie parfaitement ce qu'on connaît déjà. Et ça, on le voit dans toutes les disciplines, on le voit dans le milieu académique, la quantification de l'apport des individus, par exemple, est quelque chose qui certainement s'oppose réellement à la créativité, à la nouveauté, etc. Donc il y aura beaucoup d'obstacles, je pense, à renverser pour laisser la place à la nouveauté. On se protège, on quantifie,
Et pour laisser la place à la nouveauté, il ne faut pas se protéger trop, il ne faut pas trop quantifier non plus. Bien sûr. Alors ce sera le mot de la fin. Merci vraiment à tous les trois pour votre participation à cette émission. Je précise que le prochain colloque de l'Académie catholique de France se tiendra pendant 2 jours, les vendredis 16 novembre et samedi 17 novembre, en partenariat avec le Collège des Bernardins. Et le thème, ce sera une crise chrétienne de l'Europe, l'urgence européenne. Voilà, et puis la dernière parution justement de l'Académie catholique de France, pauvreté et urgence sociale, c'était le thème d'un précédent colloque. Voilà, la semaine prochaine, vous retrouverez Christian de Cacré pour une nouvelle émission intitulée « Fragilité de la Terre, fragilité de l'homme ». Merci et bonne fin de soirée sur KTO. Merci à vous.